Mes chers camarades, je pense que notre réunion intervient dans un moment singulier de l'histoire. Notre pratique politique en France, au Front de gauche, a été très marquée par l'expérience acquise par nos camarades en Amérique latine. Si je fais ce détour, c'est parce que je sais bien que dans cette salle, tout le monde a conscience des caractéristiques communes qui unissaient les différents épisodes de la vague démocratique à l'intérieur de l'Amérique latine. Bien sûr, les processus n'étaient pas les mêmes selon que l'on était au Venezuela ou en Bolivie. Mais des caractéristiques communes apparaissaient. Nous les avons étudiées et mises à profit pour déterminer notre propre stratégie et notre compréhension des événements. Il n'échappe donc à personne ici qu'un événement va se produire en Europe. De la même manière que la chaîne néolibérale a rompu en Amérique latine, après 10 années de politique d'ajustement structurel, la chaîne va craquer en Europe. Nous ne savons pas où, mais nous avons la certitude que cet événement va avoir lieu. Il y aura une caractéristique toute particulière par rapport au processus latino-américain. C'est que 28 pays sont rassemblés dans une entité politique commune et que 18 d'entre eux ont une monnaie unique. Par conséquent, les effets de similitude que l'on observait en Amérique latine vont être beaucoup plus violents ici. C'est-à-dire que si la chaîne rompt en un point, toute la chaîne rompra. Par conséquent, nous savons déjà pourquoi ça va se passer. Parce que tel qu'il est construit, telle qu'est construite la monnaie unique aujourd'hui, par ses caractéristiques techniques et indépendamment du contenu politique que contient la monnaie unique dans le cadre économique actuel, cette monnaie n'est pas viable. Elle est à la merci d'un incident de parcours n'importe où. Cela a failli se produire une première fois en Grèce. Puis, à quelques centimètres près, c'était Chypre qui déclenchait la catastrophe. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas. Peut-être que demain, un événement imprévu fait que quelque chose se passe dans le gouvernement portugais, un blocage, une incompréhension, un départ d'avion au mauvais moment, un Premier ministre qui n'est pas là à l'heure où il faut, et le Portugal est en cessation de paiement car il paye déjà sa dette au taux de 8%. Et le Portugal ne peut pas payer une dette à 8%. Tout le monde le sait. Et la seule façon d'empêcher que le Portugal s'écroule, c'est que la Banque centrale se mette à financer la dette publique portugaise au taux d'intérêt qu'il sert aux banques privées. Mais cela n'est pas compatible avec les traités. Encore, je parle du Portugal. Mais si le Portugal craque, toute la chaîne craque. Parce que l'Espagne ne pourrait pas, en supposant que la zone euro se maintienne, supporter la compétition avec un pays qui pourrait pratiquer une dévaluation compétitive. Et là, nous parlons du Portugal et de l'Espagne. L'Espagne est la 4e économie de l'Union européenne. Mais il y a l'Italie, qui est la 3e, et il y a la France, qui est la 2e. Toute l'Europe enchaînée au char de la CDU-CSU allemande et de Mme Merkel, roule ainsi inéluctablement à un incident de première grandeur qui désarticulera les sociétés. Quelle que soit l'idée que l'on se fait des circonstances dans lesquelles un tel événement se produirait, ce dont nous sommes tous certains, c'est qu'il produirait d'immenses turbulences politiques. Et ces turbulences ne mettront pas à l'ordre du jour un processus politique comparable à ceux qu'on a connus dans le passé. C'est-à-dire, ce ne serait pas une simple alternance entre, traditionnellement, un parti de droite et un parti social-démocrate. Le processus qui aurait lieu
aurait toutes les caractéristiques d'une révolution, c'est-à-dire d'un changement d'un côté ou de l'autre, soit à la main de la gauche, soit à la main de la droite. Premièrement, de la forme de la propriété. Si c'est la droite qui l'emporte, tout serait privatisé et liquidé. Si c'est la gauche qui l'emporte, un certain nombre de secteurs seraient immédiatement socialisés pour pouvoir faire face à la crise, etc., etc. Mais ce sont des caractéristiques révolutionnaires. Quand change le statut de la propriété, change le statut de l'organisation politique à travers les institutions, change la hiérarchie des normes, ça s'appelle une révolution. Deux des partis du front de gauche en France désignent ce processus d'un nom. Ils l'appellent la révolution citoyenne. Et c'est d'elle dont je voudrais parler un instant pour proposer en partage les principaux concepts qui nous font penser les événements qui se présentent devant nous. Certes, la question du partage de la richesse reste la question centrale de nos sociétés. Et la lutte pour l'appropriation de la richesse reste la question qui structure en dernier ressort tous les mécanismes de la compétition entre les classes sociales à l'intérieur de la société. Mais cette lutte se déroule dans des conditions totalement nouvelles, pas seulement parce que chaque génération est nouvelle, mais parce que des caractéristiques anthropologiques radicalement nouvelles sont intervenues dans la condition humaine. Je les évoque rapidement et sommairement, pour ne pas abuser du temps qui m'est donné. Première caractéristique, le monde est urbanisé. 85% de la population du monde vit en ville, c'est-à-dire dans des conditions d'interdépendance qui mettent en jeu un système extrêmement complexe de décision. Deuxième caractéristique, l'humanité est nombreuse, plus nombreuse que jamais. Entre 1950 et aujourd'hui, nous sommes passés de 2 milliards d'êtres humains à 7 milliards. Or, l'analyse historique et le matérialisme nous montrent que chaque fois que l'humanité double, il se produit une révolution fondamentale dans sa forme d'organisation et dans les inventions qu'elle doit mettre à jour pour assurer sa survie. Ainsi en a-t-il été du passage du feu aux premiers outils, à l'époque des métaux, à l'agriculture, etc., qui correspondent à peu près à chaque fois à des doublements de l'espèce humaine. Nous avons triplé en 50 ans. Cette humanité est éduquée. 80% des gens savent lire et écrire, c'est-à-dire qu'ils sont arrachés à la tradition orale qui, à chaque génération, peut faire disparaître l'expérience. Cette humanité a connu en son sein une modification radicale de la condition humaine féminine, car 60% de l'humanité féminine a accès à un moyen de contraception. Certes, 40% n'y ont pas accès, mais pour 60% de la moitié de l'humanité, ce qui était une aptitude biologique a cessé d'être un destin social. Ces caractéristiques modifient les conditions dans lesquelles s'exerce la lutte de classe et les formes qu'elle prend. Ce que nous observons dans tous les pays, c'est que les processus révolutionnaires ne commencent pas, pour un petit peu caricaturer mon propos, dans les usines, mais dans les rues. Et ainsi, la révolution citoyenne prend d'abord la forme d'une révolution urbaine. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas une révolution ouvrière ou salariale. Qui sont ces gens qui sont dans la rue? Sinon des gens qui ne vivent que de leur salaire, mais qui pensent leur futur à travers les services publics, les installations collectives, qui sont le propre de la vie en société au sens large, et pas seulement au sens strictement lié à une classe sociale. Toutes ces caractéristiques sont en quelque sorte défiées par les deux grands moteurs de notre temps. Premièrement, la crise financière, qui a pour caractéristique d'échapper naturellement à tout contrôle, y compris au contrôle des capitalistes, et qui à chaque fois disloque les sociétés, mettant toute la communauté au pied du mur de savoir quoi faire simplement pour que la vie continue parfois. Deuxième caractéristique, c'est ce qu'on a appelé la crise écologique, mais qu'on ferait mieux d'appeler la bifurcation du système écologique. Vous en pensez ce que vous voulez, mais il y a une chose que personne ne peut changer,
c'est que le niveau des mers monte et que 70% des installations humaines sont installées au bord de la mer. Et que quand vous avez un tsunami qui passe sur des cabanes de pêcheurs, nous disons pauvres pêcheurs. Mais quand le tsunami passe sur des centrales nucléaires, le problème cesse d'être seulement le problème d'une collectivité de pêcheurs, mais celui de l'humanité tout entière. Si bien que ces deux éléments mettent à l'ordre du jour pour chaque être humain quelque chose qui est nouveau dans l'histoire en tant qu'événement immédiat. C'est l'exigence d'un intérêt général humain. La conscience de classe mute et s'élargit dans son contenu en une conscience de l'intérêt général humain. C'est pourquoi la révolution qui met à l'ordre du jour cet intérêt général est une révolution citoyenne parce qu'elle se caractérise par le fait que les gens sont appelés à prendre des décisions, non pas pour eux-mêmes personnellement, mais pour ce qui est bon pour tous, donnant ainsi un caractère radicalement républicain à cette révolution à contenu écologiste et socialiste. Ce processus a une dynamique que l'on peut caractériser comme étant permanente. Nous l'avons observé au Brésil, où les événements sont incompréhensibles si l'on pense la politique dans les termes du passé. Il ne suffit pas qu'un bon gouvernement de gauche soit en place pour qu'aussitôt les luttes, et notamment les processus révolutionnaires, s'interrompent. C'est tout le contraire. Le Brésil manifeste que grâce aux modifications politiques, économiques et sociales introduites par le gouvernement de Lula et du PT, quelles que soient par ailleurs les discussions que l'on peut avoir légitimement sur ce qu'est devenue cette politique, il n'empêche que les conditions ont été créées d'éducation, de survie, de santé, qui fait que la population a pu réinvestir les questions générales d'intérêt général. Le contenu des événements brésiliens est progressiste. Il demande des services publics, il demande la fin de la corruption et le contrôle des événements politiques dans le pays. Dilma Rousseff avait raison de proposer une constituante, parce que c'est ce qui permet au peuple de se reconstruire en tant que catégorie politique. Elle a eu tort d'y renoncer et de réduire son idée à un simple référendum sur des mesures qui seraient proposées au peuple après qu'on ait consulté les chefs de parti et blabla, c'est-à-dire la vieille politique à l'ancienne qui se fait par le sommet et non pas par la base. J'ai essayé de présenter ces caractéristiques politiques. Je les illustre dans le cas particulier d'un gouvernement comme celui du Brésil, mais nous pourrions dire la même chose des événements égyptiens, où beaucoup avaient pensé que le caractère universaliste de la révolution tunisienne et égyptienne, qui a commencé sur le mot d'ordre que vous connaissez, de dégage et de démocratie et de droits sociaux. Et on avait dit, nous, l'extrême droite chez nous, avait dit tout ça, ce sont des révolutions d'Arabes et ça finira dans l'islam. Et à un moment donné, beaucoup ont dit, vous voyez, c'est en train de se passer. C'est une révolution islamiste. Il n'y a pas de révolution islamiste. Il y a la réaction islamiste. Parce que le parti islamiste et la religion en politique, c'est toujours la réaction. Mais la révolution citoyenne, elle n'avait pas interrompu sa dynamique. Et elle a renoué avec elle. C'est elle qui a renversé le gouvernement Morsi. Ce n'est pas à nous d'aller dire que nous saluons le travail des généraux, car nous n'approuvons aucun coup d'État militaire, où que ce soit dans le monde, et les militaires ne représentent jamais le peuple. C'est le peuple lui-même qui s'est représenté dans les manifestations contre Morsi. Et c'est pour maintenir l'ordre que les militaires sont intervenus. Permettez-moi, après avoir donné ces deux exemples, et en vous priant de m'excuser du caractère nécessairement caricatural de mon propos, puisque je tâche de le résumer, de dire à présent les éléments essentiels de ce que je crois être le contenu de la révolution citoyenne. Comment commence-t-elle? Par une phase de retrait des institutions politiques. Le peuple se retire des institutions. On observe des taux d'abstention gigantesques. Puis dans une deuxième phase, nous observons un processus général de délégitimation des autorités. C'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance à rien ni à personne. Et à ce moment-là peut intervenir une phase un peu aiguë que j'ai appelée « que se vayan todos », qu'ils s'en aillent tous. En Tunisie, ça a donné « dégage ». En Grèce, ça a donné « nous resterons là tant que vous ne serez pas partis ». Il faisait le siège de l'Assemblée.
En Italie, c'était tous dehors. Ce processus est irréversible et il nous revient d'en prendre la tête, et non pas de le subir comme un inconvénient sous le fouet de nos ennemis qui disent que quiconque épouse cette cause, que se vayan todos, sont des populistes. Si c'est ça être populiste, alors je suis populiste. Parce que dans le mot populiste, il y a d'abord la haine et le mépris du peuple et du mot peuple. Il faut accomplir, pour mener sa tâche révolutionnaire, la fonction tribunicienne qui permet de prendre la tête du processus de rejet des autorités. Ensuite, nous observons que cette vague se donne, elle est mécanique, elle se donne des tâches d'intérêt général. Mais c'est là que la conscience peut être amenée, les objectifs peuvent être proposés par les partis politiques, car les processus ne peuvent pas se dérouler tout seuls. Nous ne pouvons pas attendre que spontanément la révolution aille à son terme. Il lui faut être en quelque sorte enrichi, travaillé par l'expérience politique accumulée du mouvement progressiste, et en l'occurrence le nôtre. Nous avons une tâche de déclencheur, je ne sais pas comment on traduit ça, de déclencheur et d'éclaireur. Et à ce moment-là, nous avons une proposition à mettre sur la table qui facilite la mobilisation citoyenne et le processus révolutionnaire. Cette proposition au début de révolution, c'est la constituante. C'est-à-dire, le peuple devient lui-même l'organisateur de la règle du jeu et en le faisant, il se définit lui-même comme acteur politique. Ce que j'en dis là, vous pourrez le trouver bien plus brillamment expliqué et démontré que je suis en train de le faire en regardant comment ont procédé nos camarades vénézuéliens ou nos camarades coréens. Coréistes, coréistas, équatoriens. Naturellement, je ne me réfère pas à ce qui finira bien par se produire en Corée aussi. On est d'accord, non? Les deux, mon camarade. La révolution citoyenne est à l'ordre du jour dans les deux. Cette tâche constituante permet de mettre à l'ordre du jour une question qui, sans cela, ne peut pas être formulée par la société tout entière d'une manière désordonnée. C'est la question des biens communs de l'humanité. À partir du moment où la révolution citoyenne fait se lever le peuple en tant qu'acteur politique cohérent, qui se donne des objectifs constituants, il s'empare de la question de l'intérêt général et il pose la question des biens communs, c'est-à-dire de ceux qui doivent en aucun cas être l'affaire de l'intérêt particulier. C'est pourquoi la révolution citoyenne commence dans une conscience écologiste et s'achève par des tâches socialistes et communistes. Ce que j'ai résumé devant vous est, je crois, la ligne de pente des événements que nous connaîtrons. Naturellement, personne ne dit que l'histoire ira forcément de notre côté. Mais moi, j'ai la certitude, peut-être après avoir observé les événements égyptiens, peut-être après avoir observé les événements tunisiens, que la force de l'éducation populaire, de l'implication du peuple, est plus grande que celle qui peut momentanément étouffer le peuple lui-même. Et qu'au bout du compte, même si l'extrême droite aujourd'hui a le vent en poupe dans de nombreux pays, et que ce n'est pas notre force qui est en tête, inéluctablement, si notre force épouse le mouvement de la révolution citoyenne qui est commencé partout, et l'accompagne dans la crise qui va intervenir, est capable de faire des propositions qui permettent de sortir par le haut de la situation dans laquelle nous sommes. En particulier, aucun d'entre nous ne souhaite la crise de l'euro. C'est parce que nous disons que nous ne la souhaitons pas et que nous avons des alternatives, que quand la crise de l'euro aura lieu, c'est aussi vers nous qu'on se tournera. Parce que nous aurons été ceux qui auront dit avant, pendant, comment sortir de cette crise. Je vais achever à présent. Chers camarades, plutôt que le terme de crise qui me semble bien mal adapté pour définir ce que nous vivons, j'ai proposé avec d'autres qu'on utilise le terme de bifurcation de l'histoire. La bifurcation décrit un système dynamique
qui, à un moment donné, change la trajectoire de ce système, sur la base même de ses paramètres de départ. J'espère que mon explication n'est pas trop abstraite. Un paramètre change et toute la trajectoire change. Les révolutions, mes camarades, ont le plus souvent un contenu conservateur. C'est la leçon de l'histoire. On ne fait pas la révolution pour accomplir un programme. Nous, oui, mais la masse de nos concitoyens, non. Ils font des révolutions pour régler des problèmes simples de la vie de tous les jours. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'instituteurs à l'école? Comment se fait-il alors que le pays est si riche qu'aucun train ne part ni n'arrive à l'heure? Comment se fait-il qu'on ne peut pas soigner les gens? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de travail? Comment se fait-il alors que le pays est si riche qu'on ne trouve pas à manger et qu'on voit dans les capitales comme la mienne à Paris des gens fouiller dans les poubelles pour manger le soir? Et ainsi de suite. C'est pour répondre à ces questions simples et concrètes qu'il faut prendre des mesures d'une radicalité absolue. Car l'organisation du partage de la richesse ne résulte jamais d'un bon accord, toujours d'un grand rapport de force. J'ai choisi de vous parler ce soir de la révolution citoyenne parce que je crois que c'est une bonne manière de décrire le processus que nous vivons. J'ai dit tout à l'heure qu'elle commençait par des tâches d'intérêt général écologiste et qu'elle s'achevait par des tâches... Elle passait à la fin par des tâches socialistes. C'est ce que nous désignons d'un autre mot, et je demande qu'on ne l'interprète pas dans les conditions locales de tel ou tel pays, où en effet ça peut poser problème. C'est ce que nous appelons l'écosocialisme. Nous faisons le pari que chaque personne est capable d'entendre en nous, non pas un parti politique qui parle, non pas une nationalité qui parle, mais des gens qui se positionnent devant la vie en tant qu'être humain, responsables à l'égard de l'humanité universelle, et pas seulement de son pays, de son quartier ou de son bulletin de vote. Et si nous sommes les représentants de cette humanité universelle, alors nous pouvons incarner toutes les valeurs qui esthétisent ce qu'est notre cause dans l'histoire, contre celle de la droite et du capitalisme. Quand eux mettent la compétition, nous mettons la solidarité. Quand eux mettent le chacun pour soi en disant « faites du mieux que vous pourrez pour vous-même et il en résultera du bien pour toute la société », nous mettons en avant les valeurs d'amour, les valeurs de solidarité, de fraternité, de ralentissement de l'existence, de gratuité des actes humains, posés les uns envers les autres, de ce qui est donné en échange de rien. Parce que le socialisme, à mes yeux, est en politique un autre mot pour désigner le mot amour.